Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire d'ACI Partners, Vincent Falgeras associé. Patrick Jacobi, Christian Martin, bonjour. 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 Vous êtes senior advisor chez ACI Partners. Aujourd'hui, vous allez faire une présentation croisée des impacts du Covid-19 sur la gouvernance d'entreprise. Dans deux précédents webinaires, vous avez déjà souligné des points d'action à court terme pour faire face à cette crise sanitaire. Vous aviez également traité des aspects opérationnels et organisationnels. Il a passé important aujourd'hui d'analyser les aspects de gouvernance. Tout à fait. Alors, nous sommes dans un environnement particulier puisque très tôt, durant cette crise, les instances de supervision et les régulateurs ont pris des dispositions et des mesures importantes qui permettent aux banques de dégager du temps utile à la gestion de la crise et à desserrer les contraintes réglementaires. Entre autres, le comité de Bâle a reporté la finalisation de Bâle 3 de 2022 à 2023. L'EBA reporte son exercice de stress test à 2021. L'EBA toujours recommande aux superviseurs d'accorder des délais supplémentaires pour les reporting. La BCE elle-même reporte de 6 mois des demandes de mise en pratique de recommandations suite à des inspections et reporte l'implémentation des mesures SREP 2020. Donc on voit qu'il y a un cadre réglementaire qui vise à assouplir temporairement les travaux dus par les assujettis aux instances de supervision. Alors, on peut peut-être évoquer aussi du côté assurance. Bien évidemment, il y a une telle adaptation du calendrier réglementaire qui a également eu lieu, avec un report notamment sur toute la partie prudentielle. Donc, les remises prudentielles ont été le plus souvent reportées entre 2 et 8 semaines, avec certaines adaptations comme les ORSA, où on a même toléré que celui-ci soit remis en fin d'année. Donc, une adaptation systématiquement du calendrier réglementaire pour tenir compte de la situation. Ensuite, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est que tant la BCE que la CPR ont demandé expressément aux banques et aux assurances de suspendre le versement de leurs dividendes et de ne pas procéder à des rachats d'actions. On peut notamment, si on devait être un petit peu plus précis, chaque fois que cela a été possible, le régulateur, la CPR, a rappelé que la priorité dans la période actuelle devait être de préserver, voire de renforcer les fonds propres et qu'en conséquence, les organismes, donc tant bancaires qu'assurances, devaient s'abstenir de proposer la distribution de dividendes. Et cela jusqu'au 1er octobre au minimum. Ils ont aussi, comme l'AIOPA l'avait demandé, ou la BCE, sous des formes un petit peu, avec un wording quelque peu différent, ils ont demandé également un report des rémunérations variables ou demander de faire preuve d'une extrême modération dans l'octroi des bonus. Et donc, la CPR avait notamment, et je la cite, que les politiques d'attribution de rémunération variable devaient être octroyées avec beaucoup de modération. La CPR avait aussi précisé que les organismes d'assurance, donc là on était bien spécifiquement sur la partie assurance, qui ne seraient pas en mesure de surseoir au paiement des dividendes, devaient immédiatement s'en expliquer auprès de la CPR. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement fort. Et donc ça, c'était dans un communiqué de presse du 3 avril. Pour vous montrer un peu l'insistance de l'autorité de contrôle sur ce sujet, dans un nouveau communiqué de presse, cette fois-ci au 21 avril,
La CPR a rappelé son souhait de voir les fonds propres des assureurs renforcés, toujours via la suspension, bien évidemment, de distribution des dividendes. Et elle a aussi mentionné son souhait qu'une gestion prudente des organismes d'assurance soit réalisée, en rappelant notamment que les moyens financiers dont les assureurs pouvaient disposer à cette heure ne peuvent pas être utilisés pour couvrir des événements qui sont explicitement exclus de leur contrat. Et on voit le lien avec tous les débats actuels sur les pertes d'exploitation. Donc, tout ceci pour vous rappeler qu'on est sur un contexte très particulier, avec beaucoup de vigilance de la part de l'autorité de contrôle, des recommandations expresses de la BCE, de l'AIOPA, de la CPR, pour à la fois suspendre le versement des dividendes, suspendre les programmes de rachat d'actions et faire preuve d'une très grande modération dans l'octroi des bonus. Oui, ces mesures qui ont pour objectif de renforcer ou de préserver les fonds propres visent naturellement à l'activité, au maintien de l'activité des banques et assurances dans un contexte particulièrement difficile. Les instances de supervision et les gouvernements souhaitent que ces organismes poursuivent leur rôle de financement de l'économie réelle, d'où la mise en place d'une batterie de mesures visant à partager le risque entre privé et public, mais également, comme on le verra un peu plus tard, à alléger le poids de ces expositions sur les fonds propres des banques. Les agences de rating qu'on a peu entendues depuis le début commencent à se manifester et ont placé, comme on pouvait s'y attendre, un certain nombre de banques sous surveillance négative. C'est le cas en France. Les banques sont, pour ce qui est de Standard & Poor's, ont été placées sous surveillance. Alors, peut-être un point aussi côté assurance. Alors, bien évidemment, les agences de notation ont mis l'assurance vie sous surveillance négative, mais il faut peut-être juste revenir un petit peu en arrière en se disant que les assureurs ont abordé cette crise du coronavirus avec des zones de fragilité, résultant en particulier d'un environnement de taux historiquement bas. On peut penser en particulier aux assureurs vie. L'assurance dommage était un petit peu moins concernée par cet environnement de taux historiquement bas. Et Fitch avait par exemple une première fois mis sous perspective négative l'assurance vie fin 2019 en raison de l'impact des taux sur le modèle économique de l'assurance et sa rentabilité. Et donc, le 20 mars 2020, donc juste après le début de la pandémie liée au coronavirus, Fitch a dégradé une nouvelle fois les perspectives du secteur, passant de neutre à négatif pour la France, mais également pour d'autres pays européens. Et cette fois-ci, cette dégradation est due à la pandémie et aux conséquences de celle-ci sur la qualité de crédit des assureurs, et des assureurs vie en particulier. De son côté, l'AMF rappelle l'obligation permanente de communiquer sans délai au marché toute information dite privilégiée sous peine de délit d'initié. Qu'est-ce qu'on entend par information privilégiée? Déjà, une estimation des impacts de la pandémie sur le chiffre d'affaires et les résultats. Donc, en la matière, pour l'instant, il y a peu d'expressions quantitatives de ces impacts, mais l'AMF rappelle que toute réévaluation périodique devra à nouveau être communiquée en temps en heure à tout le marché. Concernant toujours l'AMF, il ne faut pas oublier de prévoir, si ce n'est déjà fait, que le rapport financier annuel et l'URD qui remplace le document de référence doit inclure des éléments extrêmement actualisés sur les volets risques, liquidités et perspectives.
Donc, lors du dépôt, normalement jusqu'au 30 avril, mais la date a été repoussée, de ce document important, il est important de déposer des informations actualisées. Alors, si on regarde de plus près les décisions et les mesures prises visant les banques, on constate que très vite, en France, le Haut Conseil de stabilité financière a décrété la levée temporaire du coussin de fonds propres anticycliques, qui quand même représentait 0,5% des fonds propres, des fonds propres. Alors, des emplois pondérés. Ça peut paraître naturel puisque c'est le sens même de la constitution du coussin anticyclique, qui est de constituer par beau temps des provisions et un matelas de sécurité pour les temps les plus difficiles. Par ailleurs, la BCE a annoncé des assouplissements assez notoires qui touchent à la solvabilité, qui permettent de travailler en deçà du niveau global des coussins au titre du pilier 2, mais aussi au niveau de la liquidité, puisque les banques sont autorisées à mobiliser des actifs liquides qu'elles avaient de côté pour apporter des garanties au système, même si leur ratio LCR se dégrade en deçà de la limite inférieure des 100%. Donc on voit là un effort significatif de la part de la BCE. Par ailleurs, l'EBA puis la BCE ont apporté des guidance fin mars concernant les prêts qui devenaient un peu fragiles en raison de la situation de trésorerie et la solvabilité des emprunteurs. Pour l'instant, il s'agit, comme je le disais, plutôt de guidance. Des précisions doivent être apportées. Ces précisions sont attendues, même si aujourd'hui les comptes du premier trimestre 2020 sont déjà clos ou sur le point de l'être. En tout cas, cela permet une certaine souplesse en matière de qualification et de classification des prêts fragilisés, et aussi dans la classification ou dans la comptabilisation des prêts qui font l'objet de moratoires publics qui, au travers de ces dispositions, ne sont plus automatiquement classés en forbearance. Donc ça, c'est un point important, mais comme je le disais, les précisions se font encore attendre, ce qui laisse une marge de manœuvre assez large aux banques en matière de qualification et de classement de ces prêts. Alors, côté assurance, et si on revient au fameux ORSA, donc ORSA, évaluation interne des risques et de la solvabilité, qui pourra être mis en fin d'année, mais qui devra intégrer les conséquences de la situation liée au coronavirus sur l'entité. On rappelle notamment que l'ORSA vise à établir un examen minutieux de la solvabilité dans une approche à 360 degrés, prenant l'ensemble des risques selon une approche prudentielle, prospective et probabiliste. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. C'est l'ORSA, un petit peu de délai pour le rendre, mais par contre, devra intégrer toutes les conséquences liées au coronavirus. Ensuite, le secteur de l'assurance, sous la pression du gouvernement, a annoncé plusieurs engagements pour un montant total de 3,2 milliards d'euros pour lutter contre la crise résultant de ce coronavirus. Cet engagement comporte notamment une participation au Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics pour un montant de 400 millions d'euros et un engagement pour un programme d'investissement global d'1,5 milliard d'euros, majoritairement en fonds propres, sur les ETI, les PME et le secteur de la santé.
toujours dans le domaine de l'assurance, donc l'AIOPA, le superviseur européen des assurances, et la CPR ont recommandé de faire preuve de flexibilité envers les assurés, notamment en matière de gestion de sinistres, mais ont rappelé dans le même temps l'importance de ne pas procéder à des couvertures rétroactives de sinistres non prévues dans les contrats. Et donc, ce point-là est extrêmement important. Les deux autorités ont aussi rappelé que dans la période actuelle, il est nécessaire de délivrer une information claire et explicite envers les assurés. Pensez-vous que pour les institutions financières, certains organes de gouvernance sont ou seront plus sollicités que d'autres? Alors, en tout premier lieu, on doit évoquer le comité d'audit et des risques qui doit, pendant cette période tout à fait atypique, avoir un rôle majeur dans la gouvernance de l'organisme. Il doit être informé en particulier de tous les sujets ayant trait aux impacts opérationnels, risques et financiers. Donc, un comité d'audit et des risques qui prend un rôle majeur dans la gouvernance de l'organisme et qui est en contact permanent avec les opérationnels. Le conseil d'administration, qui est passablement sollicité en ce temps-ci, se trouve obligé de naviguer entre le trop et le pas assez. D'abord, il y a l'obligation incombe de veiller à la santé et à la sécurité des salariés en France comme à l'étranger. D'autres thèmes tels que la situation de liquidité, les ratios de solvabilité, la solidité, la fiabilité, je dirais, des prestataires, la continuité de service, la réponse ou les réponses de la banque face aux mesures de soutien public sont des éléments aussi qu'il est légitime que le conseil d'administration prenne à son compte dans des moments pareils. Au-delà de ces points, il y a la question des personnes clés qui revêt désormais une importance aiguë. Le Conseil doit s'assurer de l'actualité et de la faisabilité du plan de succession des dirigeants et des cadres clés, ainsi que de sa profondeur. Par exemple, pour un poste clé déterminé, il faut s'assurer qu'un successeur, en cas de nécessité, a été désigné. On va l'appeler le successeur numéro 1. Mais si d'aventure ce successeur numéro 1 n'était pas en mesure de prendre le poste très rapidement, il faut avoir identifié un successeur numéro 2. Donc, les circonstances actuelles plaident plutôt pour des plans de succession au pluriel. Quant aux actionnaires, aujourd'hui, ils reçoivent peu d'informations et c'est tout à fait compréhensible. Les entreprises, notamment les banques et les assurances, pour l'instant, ont essentiellement communiqué sur l'abandon des projections, des perspectives 2020. C'est tout à fait normal. Et progressivement, il va falloir communiquer aux actionnaires des informations qui auront été données au travers de l'URD dont on a parlé, reprendre des éléments des communiqués de presse. Et donc, lors de l'AG qui se tiendra prochainement, il ne faut pas hésiter à produire un communiqué spécifique à l'AG qui permettra d'acter les éléments essentiels qui auront été communiqués aux actionnaires sous une forme ou sous une autre. Le contenu aujourd'hui
tourne essentiellement autour de l'organisation, de la réponse de la banque et de la compagnie d'assurance vis-à-vis du choc et de la crise, le fonctionnement interne. Mais évidemment, il est difficile à ce stade de produire des pronostics et de nouvelles projections pour 2020 ou 2021. Mais l'AMF, de son côté, rappelle que toute prévision qui pourrait être produite et diffusée devra s'accompagner d'une description des hypothèses retenues. Et là, évidemment, il est un peu tôt probablement pour ne retenir qu'une seule hypothèse. Et donc, conseiller peut-être de retenir plusieurs scénarios, 2 ou 3, qu'il conviendra de pondérer pour aboutir peut-être à un scénario ou à des hypothèses médianes. Mais de toute façon, les hypothèses retenues doivent être raisonnables. Qu'en est-il de l'approbation des comptes dans ce contexte? Il y a des décisions qui ne seront sans doute pas validées ou qui seront revues. Les modalités sont également bousculées. Oui, alors pour ce qui concerne les comptes de l'exercice passé, je crois que il n'y a pas matière à les modifier de façon significative. Toutefois, il se peut, comme je le disais, qu'il faille actualiser certains passages de l'annexe et du rapport de gestion. Pour ce faire, il est possible de tenir une nouvelle séance du conseil d'administration. Et là, le législateur français a prévu les choses et permet exceptionnellement de faire cette consultation par écrit, alors que d'ordinaire, il fallait que ce soit en séance physique. Donc, pour ce qui est des comptes 2019, je dirais il reste normalement peu de choses à faire. Maintenant, l'AG qui doit valider les comptes 2019 ne s'est peut-être pas encore tenu. Nous savons qu'il y a eu, là encore, des dispositions du législateur français permettant de repousser la date de cet AG et aussi de modifier la forme de la tenue. Il est possible de le faire par correspondance uniquement ou aussi correspondance et visioconférence, dès lors que toutes les mesures de vérification, de sécurité, de vote et d'échange soient garanties. Ça sera une AG particulière puisqu'il n'y aura pas de dividendes proposés par les banques et probablement tous les assureurs, du moins jusqu'en octobre de cette année. Les questions un peu sensibles de rémunération et surtout de rémunération variable auront peut-être une part importante, d'autant plus que certains dirigeants de banques anglaises, espagnoles et italiennes également ont annoncé une baisse de leur rémunération cette année. Donc, c'est peut-être une question qu'il va falloir affronter lors de l'AG. On peut peut-être juste évoquer côté assurance, hein, donc comme l'évoquait Patrick, de nombreux acteurs ont déjà fait le choix aujourd'hui de reporter leurs dividendes, mais quelques acteurs doivent malgré tout faire leur choix dans les jours et semaines à venir. Ce qui est peut-être important et ce que je souhaiterais mentionner, c'est l'impact positif sur le ratio S2 de ne pas verser à ce jour de dividendes. L'impact moyen attendu serait de l'ordre de 10% sur le ratio lui-même. Donc, quelque chose de malgré tout assez significatif. Juste en passant peut-être un aspect opérationnel qu'il faudrait vérifier très rapidement, c'est le possible impact d'un report de l'approbation des comptes 2019 sur les contrats existants, et notamment les documentations émetteurs ou emprunteurs. Alors, à cette situation vient se télescoper maintenant la question des comptes du premier trimestre. Ils sont pratiquement clos, mais comme je le disais, les autorités de régulation et de supervision continuent d'émettre des
des dispositions visant à assouplir ou à interpréter ou de laisser une marge d'interprétation aux établissements. Dans ce cadre un peu indécis, incertain, les établissements financiers doivent faire face à plusieurs questions. D'abord, la faisabilité. Il y a peut-être pas une totale disponibilité des ressources. Il y a la question de la fiabilité des valeurs de marché au 31 mars. Quel scénario retenir pour les projections de cash flow? Quels seront les effets tangibles, réels et à quelle date des différents plans de mesures adoptés en France et ailleurs? Autant d'incertitudes qui planent et qui ont des impacts directs sur la valorisation d'actifs. Au-delà, se posent quelques questions pour cet arrêté trimestriel qui d'ordinaire relevait plutôt d'un arrêté annuel, comme par exemple les impairment tests, la pérennité des goodwill, la revue des impôts différés. Ce sont autant de sujets qui ont été malmenés peut-être par les évolutions des marchés et des valorisations au cours du premier trimestre. Et puis se pose la question aussi de la solidité de la comptabilité de couverture, compte tenu des volatilités et des valeurs un peu atypiques que l'on a pu observer. Compte tenu de tous ces éléments, se pose naturellement la question des provisions pour risque de crédit. Ce que l'on voit pour le moment, c'est que les banques américaines, espagnoles et dans une moindre mesure italiennes optent pour la prudence en constituant des provisions extraordinaires selon le principe du post-model adjustment, qui sont déterminées de façon moins scientifique, mais sans doute mieux dimensionnées au résultat brut du premier trimestre. En tout état de cause, la communication qui sera faite autour des comptes du premier trimestre doit demeurer prudente. Alors, en complément de ce qu'a évoqué Patrick, qui s'applique bien évidemment totalement sur la partie assurance, un point qu'il faut bien avoir en tête concernant l'assurance, c'est la sinistralité sur le premier trimestre 2020 qui est de fait très atypique depuis la mise en place du confinement. Donc, qui va faire aussi en sorte que le provisionnement, que l'analyse du résultat est délicat et en tout cas son analyse doit être faite avec beaucoup de précision. Si on regardait un petit peu, même par risque, si on voulait être un petit peu plus précis, côté santé, compte tenu du confinement, la médecine de ville, l'optique, le dentaire ont des sinistralités très réduites. L'arrêt de travail est plutôt en hausse compte tenu de ce qu'on connaît aujourd'hui. L'automobile, compte tenu du confinement, risque d'avoir une sinistralité en très gros progrès. Tout ceci pour vous dire qu'en aucun cas, ce qu'on a observé sur le premier trimestre ne peut être extrapolé sur le reste de l'année. Donc, toujours beaucoup de prudence dans l'analyse des résultats du premier trimestre. Et côté prudentiel, donc le reporting prudentiel du Q1 2020, la CPR a octroyé un délai supplémentaire d'1 semaine pour réaliser celui-ci et a quelque part accepté que celui-ci soit réalisé en mode dégradé. La CPR précisant d'ailleurs, et je vais les citer, que les entreprises pouvaient envisager une approche proportionnée. Et je reprends ici le terme utilisé par la CPR. Merci Patrick, merci Christian pour cet angle de vue focalisé sur la gouvernance, donc dans un contexte de crise sanitaire. Au revoir. Merci, au revoir. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver sur notre site l'enregistrement de ce webinaire. Donc je vous donne rendez-vous au prochain point de vue d'ACI Partners.